médical CE. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est ensemble entre 10h et 11h pour parler médias. Et notre invité, c'est Francis Lalanne. Bonjour Francis, merci Bonjour, d'être Valérie. avec nous. Vous êtes venu ce matin, on avait envie de parler de l'engagement des personnalités aux côtés des Gilets jaunes. Vous avez annoncé que vous étiez prêt à représenter les Gilets jaunes aux élections européennes. Non, alors c'est pas tout à fait exact. Racontez-nous un petit peu votre engagement. Ça, c'est ce qui a été raconté par une certaine presse qui a voulu me faire dire ce que je n'ai jamais dit et qui a dit que je voulais me présenter comme le sauveur des Gilets jaunes ou comme le guide suprême des Gilets jaunes. Tout ça, c'était juste pour discréditer ma démarche et je ne vais pas faire du complotisme, mais je pense que quand même il y a une volonté de nuisance derrière tout ça. Alors racontez-nous, c'est pour ça qu'on vous a invité, savoir pourquoi une star, une vedette, quelqu'un, une célébrité comme vous s'engage de façon concrète aux côtés des Gilets jaunes. Parce que je suis tout simplement un citoyen français, un gilet jaune parmi les autres, parmi des millions, mais qui, comme le conseille Émile Zola à tous les intellectuels, qui veut mettre sa notoriété au service d'une noble cause, tout simplement. Ah oui, vous n'êtes pas gilet jaune, vous n'avez pas du mal à boucler vos fins de mois. Non mais c'est ça, les gilets jaunes. Attendez, on peut soutenir sans avoir de fin de mois difficiles. Oui, bien sûr. Voilà, on peut soutenir les gilets jaunes sans avoir de fin de mois difficile. Et je pense d'ailleurs que c'est ça la solidarité. C'est quand justement ça va bien pour soi, de pouvoir sortir de sa zone de confort pour aider les autres. Voilà, donc maintenant je n'ai pas le compte bancaire de Monsieur Arnaud. Hein. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, pour répondre à votre question... Mais vous, c'est concret. C'est-à-dire qu'on a vu des stars qui ont dit « Je soutiens les Gilets jaunes ». On a vu Bigard, on a vu Franck Dubosc, on en a vu un certain nombre. Ouais. Vous dites « Moi, j'ai envie d'aller plus loin ». Oui, parce que je pense que il n'y a rien de mieux que l'action concrète. Et moi, ça fait très longtemps que je suis dans l'action civique. Vous êtes engagé, vous êtes un homme engagé depuis toujours. Depuis toujours. Et donc, je pense qu'il faut faire des propositions utiles. Donc là, il s'agit d'un mouvement horizontal. Et il faut qu'il reste horizontal. Et je pense que la grande vertu de ce mouvement est qu'il est en train de recréer le pôle démocratique en France. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'Europe bascule dans le populisme, c'est parce qu'il y a eu extinction du pôle démocratique. Ça commence quand l'Europe est rose et qu'au lieu de redéfinir et de reconstruire le pôle démocratique, on discute du bien fondé de mettre des boutiques duty-free dans les aéroports. Vous voyez ? Donc je pense qu'aujourd'hui, les sociolibéraux ont achevé le pôle démocratique et que tout d'un coup, le peuple français se rend compte que s'il ne revendique pas sa souveraineté, il va être dominé par les plutocrates, par les riches. Et il faut absolument rétablir l'égalité dans la relation entre les riches et les pauvres dans notre société pour que la démocratie renaisse dans notre pays. Donc, dans ce cadre-là, je veux fournir aux Gilets jaunes, aux gens qui aujourd'hui soutiennent les revendications qui sont celles des Gilets jaunes, un moyen de les faire advenir par le moyen institutionnel à l'existence. C'est-à-dire, je leur propose de s'organiser pour que leurs revendications soient portées par l'institution au plus haut niveau et que dès les élections européennes, ils se constituent en une force responsable qui agit de manière institutionnelle pour faire valoir ses revendications et de manière horizontale. Donc, je termine. Comme je ne suis pas le chef de ce mouvement. Mais vous voulez y aller, vous, aux élections européennes ? Mais bien entendu, je vais animer avec des co-animateurs un rassemblement de Gilets jaunes pour les élections européennes qui vont porter les revendications, l'intégralité des revendications actuelles des Gilets jaunes. C'est la création d'un parti dont vous nous parlez ou comment vous voyez ça ? C'est vrai que c'est difficile de répondre à ça parce qu'on est toujours figé dans les schémas du monde ancien. Moi, je suis sur un nouveau paradigme. Un paradigme, par exemple, dans mon paradigme à moi, il n'y a pas de chef. Donc, dans un paradigme politique normal, il y a un leader et il y a des militants qui portent le leader. Moi, c'est le contraire. Moi, je suis un animateur et je porte les militants. C'est ça, je les aide. Mais on ne peut pas élire tout le monde, donc va bien falloir... Non, mais attendez, je ne suis pas le chef. Je suis la personne qui va permettre de manière horizontale à des citoyens français de se présenter aux élections pour faire valoir les revendications de la majorité des Français, car je pense que les revendications portées par les Gilets jaunes actuellement sont celles de la majorité des Français. Donc il y a bien des représentants qui doivent à un moment donné s'exprimer au nom des Gilets jaunes, donc il y a bien quelques-uns qui ne sont pas chefs, mais qui sont quand même représentants, animateurs. Ils vont être... Comment vous les choisissez, ceux-là ? Alors, ils vont être en charge de la revendication générale, justement,
en briguant un mandat qui va leur permettre de porter cette revendication. Mais si je vous dis tout ça, c'est parce que on essaie de présenter aujourd'hui, c'est très clair, le principe de leaderisation est tellement obsessionnel dans le monde plutocratique, dans le monde en général, quand même. Oui, mais la France. Mais là, vous voyez bien que la difficulté pour les Gilets jaunes, c'est justement d'avoir des interlocuteurs qui puissent aller à l'Élysée, qui puissent aller à Matignon pour porter les revendications. Encore une fois, il faut relire la Constitution. C'est le peuple qui est souverain, c'est pas l'Élysée. Mais le peuple a voté. Non, alors justement, on n'est pas d'accord là-dessus. Vous pensez que la République, c'est la démocratie. Pour moi, c'est pas ça, la démocratie. La République, c'est un système représentatif. La démocratie, c'est un homme, une voix, une femme, une voix. Ça, c'est la démocratie. Donc, vouloir faire croire aux gens que la République, c'est la démocratie, c'est un mensonge. Il faut appeler un chat un chat. Un homme, une voix, c'est quand même le principe de la démocratie aujourd'hui. Oui, mais même de la République. Non, la République n'est pas la démocratie. Élire un maître, ça n'est pas comme voter. Mais on a commencé à l'école avec les délégués de classe. C'est la vie fonctionne comme ça. Moi, j'avais un délégué de classe qui me représentait pas, et pourtant, il réunissait. La vie démarre avec ça quand vous êtes enfant. Alors, on a un délégué de classe qui est président maintenant. On est endoctriné. Et depuis longtemps, trop longtemps, on pense que la République, c'est la démocratie. La République est un système respectable à partir du moment où les élus et représentants du peuple obéissent aux instructions du peuple. À l'heure actuelle, et c'est le glissement du principe représentatif, à un moment donné, les représentants du peuple se prennent pour le peuple, ils pensent qu'ils sont le peuple, et que le peuple, à partir du moment où ils prennent une décision, c'est celle du peuple. Nous, on essaie de rétablir le pôle démocratique, c'est-à-dire un pôle donc de représentativité où un homme égale une voix, une femme égale une voix. Comment cette liste, alors quel serait une liste aux européennes, donc qu'est-ce que vous mettriez comme élément, ou qu'est-ce que vous pensez que la liste des Gilets jaunes mettrait comme premier critère de vote? Sur quoi on devrait vous élire? Nous sommes dans un système horizontal, j'y reviens. Donc, ce ne sont pas les représentants qui font la loi. Il n'y a pas de chef. Donc, les représentants du groupe sont là pour porter des revendications de tous. Donc, dans un premier temps, nous faisons la collection... Mais c'est qui tous, justement? Parce qu'on voit l'hétérogénéité de ce mouvement, tous les gens, avec des listes de revendications qui sont très longues et très confuses. Là, pour l'instant, on en est à 42. La seule chose que nous faisons, c'est que nous éliminons de ces revendications toutes les revendications racistes, d'exclusion, violentes, antisémites, tout ça n'est pas... Tout ce qui ne fait pas partie des valeurs de la République, nous l'excluons. Mais tout le reste, toutes les revendications économiques, etc., font partie de ce que nous collectons. Nous collectons ces revendications. Est-ce que vous avez collecté aussi des revendications racistes et antisémites? C'est ça que vous nous dites? Non. Je dis exactement le contraire. Vous les avez écartées, mais elles étaient présentes dans les... Elles se sont manifestées, bien sûr. Ah bon? Mais quelle différence mais si vous voulez, c'est un secret pour personne. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire quand on dit un gilet jaune aujourd'hui, parce que ça peut vouloir dire des gens qui... Vous voyez, il y a de tout. Il y a de tout. Maintenant, dans ce tout, on essaie d'en faire quelque chose. Pour l'instant, ce tout, c'est rien. On essaie d'en faire quelque chose. Et donc, bien évidemment qu'on l'a vu. Mais il ne faut pas réduire les gilets jaunes à l'expression du rejet de l'autre, qui a pu... C'est pas parce qu'un type, à un moment donné, s'est mis un gilet jaune et a tenu des propos antisémites qu'il faut dire que les gilets jaunes sont antisémites. La grande majorité des gilets jaunes, ce sont des gens qui sont issus aujourd'hui du monde précaire, des gens qui ne peuvent plus vivre, qui ne peuvent plus boucler leur fin de mois. J'ai envie de dire aujourd'hui presque la majorité des Français, et qui se rendent compte que tant que le peuple français n'a pas finalement retrouvé sa souveraineté et n'a pas fait entendre sa voix aux gouvernants, il va continuer à subir. Il ne faut pas confondre populaire et populiste. Nous, on est dans le populaire et on est fiers de l'être parce que démocratie, c'est le gouvernement du peuple et il faut arrêter de mépriser le peuple. Comment vous allez faire concrètement? Alors, on a vu passer le chiffre de 800 000 € pour monter ce mouvement, c'est ça? C'est quoi? Alors, moi, vous dites qu'au départ, c'était fake news quand on a dit que vous vouliez devenir le libraire. Alors, c'est aussi une fake news quand on a dit que cet argent sortait de ma poche. Il ne sort pas de ma poche. Il y a un monsieur un financier qui fait partie des plus grosses fortunes de France et qui, au lieu de s'acheter des yachts et de mener la belle vie avec son argent, investit depuis très longtemps sur la refondation du pôle démocratique en France. Il faut s'en réjouir. Et il va donc financer ce qui coûte de l'argent dans une élection comme celle-ci, c'est-à-dire 94 millions de bulletins de vote, 100 000 affiches et 47 millions de professions de foi. Ça coûte à peu près 800 000 €. Moi, j'ai une question plus personnelle, parce que j'ai vu votre parcours qui est assez incroyable, dès votre naissance d'ailleurs.
En fait, je me demande si les utopies, elles sont jolies quand elles restent des utopies, et si vous n'en avez pas marre d'être un utopiste où rien finalement n'aboutit parce qu'on est dans un monde très cadré. Ça, c'est la première chose. Oui. Et puisqu'on est une émission média, est-ce que finalement, quand vous êtes dans les médias, on a toujours l'impression d'avoir pas quelqu'un dont on se dit « oh là, il est fou » ou tout ça. Et comment vous ressentez l'accueil que vous êtes fait dans les médias de votre personnalité? Il y a des questions sur l'utopie. Je ne comprends pas trop votre question sur les médias, parce que sur les médias, j'ai envie de vous répondre, on a autant d'images que de regards qui se posent sur nous. Donc, comme je l'ai toujours dit, le regard des autres ne me regarde pas. Moi, les chiens aboient, le carlalan passe. Moi, je trace ma route, je fais mon chemin. Que chacun pense ce qu'il veut de moi, c'est sa liberté. D'ailleurs, moi, je ne suis pas pour empêcher les gens de penser. Je pense que plus les gens pensent librement, et moins ils pensent de conneries. Maintenant, pour répondre à votre question sur l'utopie, je pense pas que mon combat soit utopique. Je pense que le combat pour la démocratie est un combat légitime, et je pense simplement aujourd'hui que le glissement de la démocratie vers la République a finalement laissé croire aux gens que il y avait un État providentiel qui pouvait les prendre en charge. Et le grand paradoxe... c'est pas ce qu'ils attendent, les Gilets jaunes. Parfois, on entend... Il n'y a pas beaucoup d'intérêt commun qui est évoqué. On a beaucoup d'intérêt individuel. Quand on les entend, c'est « j'arrive pas à finir, mon père a une retraite de 600 €. L'intérêt général, on l'entend pas beaucoup quand même dans les revendications des Gilets jaunes. Alors, d'une part, on a trop élevé les gens dans l'idée que l'État providentiel allait les prendre en charge. Donc effectivement, de bonne foi, les gens, quand ils votent pour quelqu'un, naïvement, ils pensent que cette personne va les prendre en charge et résoudre leurs problèmes. Là, ils sont en train de prendre conscience que l'homme providentiel n'existe pas, que la femme providentielle n'existe pas, et qu'il n'y a que le peuple français qui peut quelque chose pour lui-même. Et c'est ce qui est en train... Ils sont en train de devenir constituants. Et ça, c'est la grande merveille de ce mouvement. Ils sont en train de prendre conscience qu'il faut qu'ils écrivent leur puissance dans une constitution pour recréer l'égalité entre les riches et les pauvres. Et deuxièmement, pour répondre à votre question, je dirais ceci. Je dirais que finalement, si aujourd'hui les gens au sein du mouvement des Gilets jaunes font valoir les revendications que vous dites, c'est parce qu'il y a eu quand même un glissement fatal dans aujourd'hui l'organisation de la vie économique et politique en France. C'est qu'on demande l'effort de solidarité à tout le monde, sauf aux riches. Et c'est ça le problème. Monsieur Macron, là, quand il a parlé, il a proposé un bac chiche, c'est-à-dire il a proposé de faire des chèques sans provision avec de l'argent public, qui va sortir de la poche de qui? Eh ben, on le sait, puisqu'il n'y a pas, par exemple, ça va pas être financé par les riches, puisque l'ISF est supprimé et il n'y a pas de... Donc, à force de demander toujours l'effort de solidarité aux pauvres et pas aux riches... il a dit aussi, Emmanuel Macron, l'ISF a existé pendant 30 ans et on vivait pas mieux parce qu'il y avait l'ISF. Peut-être qu'on l'a élu aussi parce qu'on espérait que les riches participeraient, parce qu'il était censé plutôt être de gauche que d'une hyper-droite. Donc peut-être qu'il y a aussi un malentendu sur son élection, peut-être qu'il n'a pas été vraiment élu par tous les Français, mais plutôt par défaut. Et donc, simplement, j'ai envie de dire, peu importe que ce soit lui ou un autre, dans la Ve République, on arrive à un point de non-retour. On ne peut pas continuer à demander exclusivement l'effort de solidarité aux pauvres. Les riches doivent y participer. Les gens qui veulent vous rejoindre, il y a un endroit, un site internet, comment ils font pour vous parler, vous joindre? L'annonce que nous avons faite avec Jean-Marc Gobernatori, nous l'avons faite il y a à peu près 20 jours, enfin presque un mois. Aujourd'hui, on est dans un processus de construction d'une structure horizontale. C'est très compliqué, mais moi, je sais très bien faire ça. Je l'ai déjà fait avec l'Alliance écologiste indépendante. Et aujourd'hui, on a accès au financement public. C'est un travail de longue haleine. On aura très probablement une conférence de presse lundi. Avec les premiers qui sont là, et puis on espère d'ici le mois de janvier avoir au moins 2 ou 3 animateurs, co-animateurs par département français. Merci beaucoup Francis Lalanne d'être passé par Sud Radio ce matin. Merci à vous. Merci à vous. 30 secondes pour convaincre. Son jingle rapidement, c'est sur TFX ce soir. Imaginez, vous avez 6, 9, 10 enfants. Comment passer Noël? Ils ont enquêté auprès des familles nombreuses et comment ils vont passer Noël. C'est très simple. Si vous trouvez effectivement que c'est déjà compliqué de trouver des cadeaux quand on a seulement 1, 2 ou 3 enfants, et en plus sans faire de jaloux, si vous trouvez que préparer un repas de réveillon sans se ruiner, c'est très compliqué, et si vous trouvez aussi qu'entre faire la lessive, le ménage et le quotidien, c'est déjà un rythme insoutenable, alors imaginez si vous avez 6, 9, 10 enfants, voire même, vous le verrez dans le documentaire, un 11e qui va arriver pendant les fêtes. Alors dans ce cas-là, ce documentaire va vraiment vous apporter beaucoup de sourire.
Voilà, c'est sur TFX. Et ce soir, Balthazar, envoyé spécial Mystic River, papa ou maman. Moi, je regarde papa ou maman. Moi, je regarde papa ou maman aussi. Voilà, mais Balthazar va arriver en premier. Balthazar arrivera en tête et papa ou maman en 2. Non, moi, je dis Mystic River en 2 et malheureusement, et papa ou maman en 3. Bon, je pense que papa ou maman sera en 2. Allez, moi aussi, je pense que papa et maman en 2, Balthazar en premier. Je suis pareil que vous. Allez, à demain les amis, j'allais dire les enfants. On parlera de Miss France demain. Et puis on aura Sylvie Tellier avec nous. Et puis dans un instant, on commentera l'actualité. À tout de suite.